Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 100% Sénat, l'émission qui vous permet de plonger au cœur de l'actualité sénatoriale. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur l'examen de la proposition de loi autour du droit à l'aide à mourir et notamment sur l'article 4, point névralgique du texte. On regarde. Monsieur le Président Mouillet. Oui, juste une intervention rapide, non pas sur le fond, mais je vais répondre à la question de l'ordre de passage. Parce que j'aurais aussi préféré qu'on commence, ça aurait été beaucoup plus logique. Simplement, c'est que les mêmes personnes qui m'ont demandé à faire en sorte qu'on puisse avoir cet ordre-là, se sont inquiétés aussi que le texte concernant la fin de vie se déroule durant la fin de semaine. Voilà, donc simplement, ce problème de mobilisation, c'est qu'on m'a demandé clairement qu'il était préférable qu'on ait la plus grande mobilisation des sénateurs autour de tout ça. Et c'est ça, là. Et ce sont les mêmes personnes. Voilà. Donc, à partir de là, clairement, pour des raisons, parce que je pense que ce sujet-là mérite qu'on ait une grande mobilisation des sénateurs, qu'on ait un regard. Voilà, c'était le même débat que pour la séparation. Donc, à partir de là, nous avons fait ce choix-là pour façon très opérationnelle. Voilà, je voulais simplement l'indiquer, mais on aurait pu, de la même façon, c'est un choix qui a été fait pour qu'on puisse avoir une mobilisation importante des sénateurs. Je rappelle, dans un sujet où on a la même DG, on a les mêmes débats, et là on est en train d'évoquer des amendements pour lesquels les sujets sont aussi dans l'article 5 de la même texte de loi. Donc tout est lié, voilà, je voulais simplement le préciser autour de la démarche. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Hervé, pour un rappel au règlement. Pour un rappel au règlement, Madame la Présidente, sur le déroulement des débats. Moi, je respecte, pour y siéger, ce qui a été décidé par le gouvernement en conférence des présidents, par principe. Et j'entends vos arguments, Monsieur le Président. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il y ait le principal et l'accessoire. Et que c'est un peu le sujet. Donc on a le gros sujet robuste qui est euthanasie, suicide assisté. Donc ça, on va en parler bien au milieu de la semaine. L'autre sujet, c'est les soins palliatifs. C'est plus romantique, c'est moins grave, puis c'est beaucoup plus consensuel. Or, on voit bien l'imbrication des textes l'un dans l'autre. Et donc, cette nécessité, et ce n'est pas que parce que Dominique de Legge a fait adopter son amendement hier, il a démontré par l'adoption par cette Assemblée de cet amendement-là qu'il y a d'abord un lien intrinsèque entre les deux et que deuxièmement, il y a une volonté d'une majorité de nos collègues ici, que ce lien-là soit écrit dans la loi. Et donc c'est pourquoi, l'ordre du jour est ainsi, on va faire avec, mais il ne faut pas qu'on ait cette impression qui se développe. Merci. Madame la Présidente Cukierman. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, à l'écoute des débats, oui, nous avons une petite contradiction. Je veux d'abord revenir sur ce que vient de dire le président Mouillet. Lors de la conférence des présidents de la semaine dernière, personne ne s'est opposé à l'ordre du jour des textes tels que nous les débattons actuellement. Donc nous avons une contradiction. D'abord, alors on peut revenir, fallait-il un ou deux textes? Il y en a deux. Et à partir de là, est-ce que l'examen du passage de ces deux textes est une hiérarchie ou pas? J'aurais quand même envie de dire, pour rassurer, je crois, finalement tous les collègues, y compris moi, c'est ce qui me fait en tout cas lever l'inquiétude que j'avais encore la semaine dernière. Il reste 289 amendements sur ce texte. Je crois que nous sommes largement en capacité de finir ce texte d'ici la fin de semaine et d'avoir un vrai débat avec le même nombre que nous sommes, mardi prochain, et un vrai débat de qualité et qui fera finalement que la force de l'organisation de nos débats mettra à égalité ces deux textes. Cependant, on sent bien les difficultés, on les a vues hier, il est délicat de parler de l'aide à mourir sans à un moment donné poser la question des soins palliatifs. D'abord parce que vous l'avez rappelé, dans quelques unités seulement, le soin palliatif est bien là pour soulager et accompagner la douleur et l'on en sort. Mais je crois que nous ne devons pas nous mentir, malheureusement, par manque de place, par manque d'unité, par la difficulté d'un système de santé, d'ailleurs, qu'il soit public ou privé. Et donc, je n'ouvre pas ce débat-là ici, voire même associatif, puisque un certain nombre d'unités de soins palliatifs sont portées à bout de bras par différentes associations, font que
bien souvent et bien trop souvent et dans beaucoup de nos territoires, l'on ne rentre en unité de soins palliatifs que pour pouvoir accompagner la douleur des derniers instants de la vie. Et je crois qu'on a cette double contradiction. Aujourd'hui, il faut la dépasser, en tout cas, mais comme hier, moi je ne voterai pas ces amendements, mais dans une logique plus profonde, qui est de ne pas accepter ce texte dans quelles que soient les versions. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente Chan-Archer. Ce que je voulais juste rajouter, c'est que nous avions besoin effectivement qu'il y ait une inversion de ces textes. Je comprends parfaitement les arguments qui ont pu être évoqués par certains et entendus par la Commission. Nous voyons bien que notre réflexion mûrit, c'est tout à l'honneur d'ailleurs du Sénat, et nous avons besoin de cette réflexion, de la faire cheminer tout doucement pour justement procéder à l'examen de, malheureusement, le texte que nous sommes en train d'analyser aujourd'hui, alors que nous aurions pu tellement dire au sujet des soins palliatifs et nous amener tranquillement et sereinement à l'examen de l'aide à mourir. Donc vraiment, je le regrette. De même, Madame la Ministre, que je regrette que ce calendrier ait été précipité, reporté à plusieurs reprises. Franchement, ce n'est pas correct vis-à-vis du travail du Sénat et vis-à-vis surtout de ce vers quoi nous engageons la société aujourd'hui. Merci. Monsieur le Président Lafont. Madame la Présidente, moi je voulais dire que je voterai l'amendement d'Olivier Henno, parce que pour moi, le soin palliatif est la règle générale et l'aide à mourir est l'exception. Et je pense qu'on a besoin de le rappeler tout au long du parcours de ce texte. Je voudrais juste me tourner vers le rapporteur, parce qu'il me semble qu'il y a une petite contradiction entre les deux arguments que vous nous mettez en avant. Dans un premier temps, nous dire il n'y a pas besoin d'inscrire ce préalable du soin palliatif parce qu'on est en toute fin de vie, et est-ce que ça a du sens à ce moment-là? J'entends, mais par contre, et après vous nous dites, oui, mais c'est écrit dans l'article 5. Mais à ce moment-là, l'article 5 n'a plus de sens par rapport à l'amendement qui a été écrit par la Commission des affaires sociales, et il faudrait supprimer quasiment tout l'article 5. Donc je préfère rester dans la logique du texte initial en se disant que de toute façon, l'amendement de la Commission des affaires sociales va probablement évoluer dans le parcours du texte législatif, si ce n'est ici, ça sera dans la suite du texte, et intégrer dès l'article 2 la notion de soins palliatifs. Merci Monsieur le Président. Je pense que... Oui, Madame la Ministre, bien sûr. Merci Madame la Présidente. Je voudrais revenir sur le fond parce que je trouve que ce qui a été dit par Madame Gréaume représente ce que beaucoup de nos concitoyens considèrent comme étant les soins palliatifs. Et ça fait partie, alors on en reparlera, mais il me semble important à ce moment pour éclairer les débats, ça fait vraiment partie de cette ambition avec la stratégie décennale en soins palliatifs. D'une part, je le rappelle, pour le financement, 1,1 milliard d'ici 2034, 100 millions en 2025, 100 millions pour 2026, qui sont répartis tous les ans de la sorte. C'est une augmentation de 66% à la fin du budget des soins palliatifs, et on est à une augmentation actuellement de 23%. Pourquoi c'est important? Parce que d'une part pour le financement, mais d'autre part pour la prise en charge. La prise en charge des soins palliatifs, en fait, ce sont deux courbes qui se croisent, avec petit à petit les soins curatifs qui vont diminuer au fur et à mesure du temps, et les soins palliatifs qui vont augmenter au fur et à mesure du temps. Mais les deux devraient démarrer au même moment. Effectivement, ce n'est pas le cas dans tous les endroits, dans tous les prises en charge, mais l'idéal de la prise en charge palliative, elle se démarre en même temps que l'annonce d'une maladie qu'on va savoir chronique, longue, éventuellement incurable, finalement. Et donc, cet objectif-là, on le porte dans la stratégie décennale qui se concrétise par la proposition de loi que nous verrons la semaine prochaine, je crois, et pour lequel on est très, très engagé. Mais c'était très important, votre remarque, parce que beaucoup de nos concitoyens considèrent les soins palliatifs et du coup, parfois, les refusent parce que c'est le dernier moment et qu'ils ne veulent pas voir ce dernier moment. Donc on a tout intérêt à travailler là-dessus. Là où je ne vous rejoins pas sur l'amendement de M. Henno, qui est différent des deux autres, en ce sens où il conditionne
la possibilité d'avoir l'assistance médicale au fait d'accepter les soins palliatifs. Qu'en sera-t-il d'un patient qui a le droit, c'est un droit fondamental des patients, de refuser un traitement, de refuser une prise en charge? Qu'en sera-t-il pour ce patient si l'amendement de M. Hainaut est voté? Dans ces cas-là, le mécanisme d'assistance mis en place par la Commission et voté hier ne sera plus disponible pour ce malade-là. Donc vous empêchez le malade qui refuse les soins palliatifs, et il a le droit. On a le droit, quand on est patient, de refuser un traitement et une prise en charge. Merci, Madame la Ministre. Donc nous allons passer au vote sur l'amendement 25 rectifié bis de M. Hainaut. L'avis de la Commission est défavorable, l'avis du Gouvernement est défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous votons sur l'amendement sans rectifier terre de M. Capu. Double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Et sur le 160 rectifié terre, est-ce qu'il est maintenu? Vous pouvez. Donc vous le retirez? Il est retiré, je vous remercie. Deux amendements en discussion commune. Le 99 rectifié terre, Monsieur Capu. Merci Madame la Présidente. Là, il s'agit d'un autre problème. Cet amendement propose de poser comme condition que les soins, que l'euthanasie et que le suicide assisté ne puissent pas être proposés aux malades qui souffrent d'une pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre. Ça paraît être le bon sens, mais il me semble qu'il faut l'écrire dans la loi. On ne peut, un malade qui n'a pas de discernement du fait de ses troubles psychiatriques ne doit pas pouvoir bénéficier, ne peut pas manifester sa volonté et ne doit pas pouvoir bénéficier d'une euthanasie ou d'un suicide assisté. Merci. En discussion commune, le 322, Monsieur Ravier. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Connaissez-vous Chanty de Corte? Cette jeune fille de 23 ans a choisi l'euthanasie en 2022 pour mettre fin aux souffrances psychologiques insupportables qu'elle subissait depuis 6 ans suite à l'attentat islamiste de l'aéroport de Zaventem à Bruxelles en 2016. À la lecture des témoignages, le niveau de souffrance de cette jeune fille paraît insupportable. Cependant, l'euthanasie ne doit jamais devenir une réponse possible à la souffrance psychologique. La communauté scientifique et médicale doit et va encore progresser. Nous ne devons pas mettre fin à cette exigence continue de recherche, car, mes chers collègues, les scientifiques ne font pas que chercher, ils trouvent, à condition que leur en donne les moyens au préalable. Une société qui baisse les bras et choisit les solutions de facilité pour expédier la vie expose les plus faibles et s'expose à devenir la proie des pires idéologies. Eu égard à la pénurie des psychiatres et la dégradation de la santé mentale d'une grande part de nos concitoyens, ouvrir l'euthanasie aux personnes ayant une pathologie psychiatrique causerait un appel d'air indigne. L'année dernière, aux Pays-Bas, plus de 200 euthanasies pour motifs psychiques ont été réalisées et en regardant de plus près, un profil très particulier ressort de manière récurrente de jeunes femmes victimes de violences dans leur enfance. La réponse que nous voulons leur apporter en France serait-elle la même? La violence ultime à la violence subie, la violence mortelle légalisée. Ce serait un fourvoiement collectif, une capitulation face à la violence. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose de voter un amendement qui vise à protéger tout spécialement les personnes atteintes d'une ou plusieurs maladies mentales et de prévenir d'éventuelles dérives en les excluant du recours à l'euthanasie. Merci. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure?
Donc je fais une réponse globale pour les amendements 99 et 322. Je rappelle que l'assistance médicale à mourir que défend la Commission répond à des critères fermes, précis et restrictifs. En aucun cas, elle ne pourrait être pratiquée au seul motif que la personne souffrirait d'une pathologie psychiatrique, puisque le texte prévoit qu'il faut souffrir d'une maladie grave, incurable, engageant le pronostic vital à court terme, et que la personne soit en capacité d'exprimer une volonté libre, éclairée et surtout réitérée tout au long de la procédure. Cette dernière condition est pour nous une condition cardinale. Elle garantit le respect de l'autonomie de l'individu et de son consentement. En effet, le fait de souffrir d'une pathologie psychiatrique n'empêche pas l'expression d'une volonté libre et éclairée. D'ailleurs, beaucoup de personnes vivant avec une pathologie psychiatrique sont parfaitement stabilisées. Ce n'est pas en raison de sa pathologie psychiatrique que le dernier acte de soulagement serait pratiqué, mais cette pathologie n'interdirait pas qu'elle puisse être pratiquée si, toutefois, la personne remplissait tous les critères que nous proposons. Dans tous les cas, les professionnels de santé devront veiller à ce que la personne dispose d'un plein discernement. Alors, croyez bien que nous partageons bien évidemment votre souci de protéger les personnes souffrant d'une pathologie psychiatrique, mais nous considérons que le texte en l'état est très resserré, suffisamment resserré pour être, comme vous le pensez, protecteur de toutes les personnes. C'est la raison pour laquelle la Commission a émis un avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre, quel est l'avis du Gouvernement? Merci Madame la Présidente. C'est un avis défavorable. Je crois qu'il ne faut pas stigmatiser déjà d'une part les malades de maladies psychiatriques. D'autre part, on peut avoir des maladies psychiatriques et évidemment avoir un avis libre et éclairé. Donc c'est un avis très défavorable sur ces amendements. Merci. Je mets aux voix l'amendement. Madame Souiris, pour explication de vote, je vous en prie. Oui, en fait, ce sont des amendements très graves parce que ça disqualifie complètement les personnes qui ont des souffrances psychiatriques. Et c'est un vrai sujet. Les personnes qui ont des souffrances psychiatriques, ce sont des personnes qui ont le droit aussi d'avoir un avis. Et d'abord, elles peuvent être aussi éclairées, même si elles ont une maladie psychiatrique. Donc, je trouve, en tout cas qu'à ce stade, ce sont des amendements très discriminants et très graves. Merci. Je mets aux voix l'amendement 99 avec un double avis défavorable de la Commission du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 322, double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Amendement 145, rectifié terre. Monsieur Senet ou Monsieur Delège pour le défendre? Il est défendu. Je vous remercie. Quel est l'avis de la Commission? Monsieur le rapporteur. Le 145 rectifié terre. Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est Delège, oui. Les personnes qui souffrent d'une déficience intellectuelle, pour reprendre les termes de cet amendement, c'est-à-dire d'un trouble du développement intellectuel, font en général l'objet d'une mesure de protection avec représentation relative de la personne. Les tuteurs est alors chargé de veiller à la protection de leurs intérêts. Dans le texte qui nous occupe, seules les personnes dont le discernement n'est pas gravement altéré pourraient solliciter une assistance médicale à mourir. Si elles font l'objet de mesures de protection juridique, les observations du tuteur seraient alors recueillies pour apprécier la qualité et la capacité de la personne à manifester une volonté libre et éclairée. Le texte donc semble à ce stade prévoir suffisamment de remparts pour éviter que ces personnes ne soient exposées à une assistance médicale à mourir. Néanmoins, nous pensons qu'une exclusion de principe serait plus protectrice pour ces personnes. Nous sommes donc favorables au sens de cet amendement sur le fond,
mais nous en demandons le retrait au profit de l'amendement de Mme Berletti à l'article 6, l'amendement 146, dont la rédaction nous apparaît beaucoup plus adaptée. À défaut, ce serait un avis défavorable. Merci. Madame la ministre, quel est l'avis du Gouvernement? C'est un avis défavorable, Madame la Présidente, déjà parce que dans les déficiences intellectuelles, il peut y avoir plusieurs grades, plusieurs niveaux, et que l'idée de ce texte est de faire confiance à la décision des professionnels qui vont accompagner et faire l'acte de l'assistance à mourir, et qui jugeront de l'avis libre et éclairé de la personne qu'ils ont en face. Donc, avis défavorable. Monsieur Delège, il est maintenu ou retiré? D'accord. Donc, je vais le mettre aux voix si je ne vois pas de demande d'explication de vote. Donc, ce 145 rectifié terre avec un double avis défavorable, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous passons au 321 rectifié, Monsieur Delège. Merci Madame la Présidente. On est sur le même sujet. L'amendement que je présente est plus large et on a évoqué à plusieurs reprises l'idée selon laquelle la personne devait être en capacité d'exprimer une volonté libre et éclairée. Dans cet amendement, nous indiquons qu'une personne qui est placée sous protection juridique, a priori, pourrait connaître quelques difficultés pour exprimer cette volonté. C'est donc le sens de cet amendement. Merci. Avis de la commission, Madame le rapporteur. L'existence d'une mesure de protection juridique ne signifie pas qu'une personne n'est pas en capacité d'exprimer sa volonté libre et éclairée. Il existe d'ailleurs une graduation des différentes mesures de protection allant de la sauvegarde de justice à la tutelle. Les majeurs sous sauvegarde de justice sont ainsi assistés dans l'administration de leurs biens, de leur patrimoine, mais pas dans les actes qui concernent leur personne elle-même. Il y a donc un enjeu de proportionnalité et de cohérence des dispositions que nous adopterons avec le droit de la protection juridique des majeurs. Au cours des dernières années, ce droit a évolué pour reconnaître de plus en plus d'autonomie aux personnes protégées. C'est la raison pour laquelle le texte n'exclut pas les majeurs protégés de son périmètre, sous réserve bien sûr que ceux-ci soient en capacité d'exprimer une volonté libre et éclairée. Le texte entend néanmoins les protéger en prévoyant des dispositions spécifiques. Si la personne est concernée par une mesure de protection juridique, celle chargée de cette mesure doit être consultée tout au long de la procédure, alors que la décision du médecin validant l'assistance médicale à mourir n'est en principe susceptible d'aucun recours de tiers. Cette décision peut être contestée par une personne en charge d'une mesure de protection devant le juge qui, d'ailleurs, suspend la procédure. Pour toutes ces raisons, et compte tenu de la diversité des situations des personnes, il ne nous paraît pas justifié d'exclure par principe toutes les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection. Et je rajoute que exclure les majeurs protégés pourrait peut-être être vu comme une discrimination et contraire à la Convention qui est relative aux droits des personnes handicapées. C'est la raison pour laquelle nous donnons un avis défavorable. Merci Madame le rapporteur. Madame la ministre. C'est le même avis, Madame la Présidente. Même avis défavorable. Donc, je mets aux voix cet amendement 3. Oui, Monsieur Delège retire le 321. Merci. Amendement 109, Monsieur Burgoa. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, cette rédaction vise à sécuriser pour une durée de 4 ans au moins les conditions prévues pour pouvoir recourir à cette assistance. L'objet du présent amendement, qui renvoie explicitement donc à l'article L. 1412-1-1 du Code de la santé publique, selon lequel les réformes sur les problèmes éthiques et les questions de société doivent être procédées d'un débat public sous forme d'états généraux organisé à l'initiative du Comité consultatif national d'éthique, après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Merci. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement, Madame la rapporteure? Nous débattons d'un sujet suffisamment grave pour prévoir autant de garde-fous que nécessaire. Se donner du temps pour pouvoir évaluer les conditions de mise en œuvre d'un texte à périmètre inchangé en fait partie. Nous voulons éviter les évolutions trop rapides qui viseraient à satisfaire des intérêts catégoriels, empêcher des modifications à l'emporte-pièce qui conduiraient à un glissement trop rapide des critères. Le temps long doit nous guider. C'est d'ailleurs pour cette raison précise que la loi prévoit aujourd'hui que le Comité consultatif national d'éthique est chargé d'animer un débat public sous forme d'états généraux sur un projet de réforme portant sur les problèmes éthiques et des questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. Nous pensons que cette procédure doit s'appliquer à un sujet comme celui de l'assistance médicale à mourir. La commission, chers collègues, a donc réservé un avis favorable à cet amendement. Merci, Madame le rapporteur. Madame la ministre, quel est l'avis du Gouvernement? Merci, Madame la ministre. Votre amendement reviendrait à auto-censurer les parlements de s'emparer de nouvelles modifications législatives, puisque les critères sont inscrits dans la loi. Donc c'est un avis défavorable avec un risque, j'imagine, constitutionnel. Merci. Monsieur Jomier, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Premier point, voter un amendement qui contraint le législateur pour l'avenir. Je ne suis pas sûr que ce soit constitutionnel, mais je ne suis pas le meilleur juriste, mais je serais intéressé d'entendre l'avis de la Commission des lois ou de collègues respectés de la Commission des lois sur cette question. Mais je trouve que par contre, sur le fond, j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une question bioéthique. Et d'ailleurs, lors de la dernière révision des lois de bioéthique, j'avais fait partie de ceux qui avaient demandé que ce point soit dans la révision de la loi de bioéthique. Et à l'époque, l'exécutif et le chef de l'État avaient préféré mettre la question de la PMA, qui était un important sujet de société, mais qui n'était pas un sujet de bioéthique, pour des raisons politiques. Il s'en est advenu, et je tiens à le rappeler, le fait que pour la première fois de notre histoire parlementaire, la révision de la loi de bioéthique n'avait pas été adoptée par un accord entre les deux chambres du Parlement, suite à une CMP qui avait duré 16 minutes, et après l'Assemblée nationale avait légiféré toute seule. Et il ne faut pas recommencer. Mais ce que je veux souligner aussi, c'est que dans le processus bioéthique, il y a des états généraux et il y a un avis du Conseil consultatif national d'éthique. Et que sur la question de la fin de vie, sur ces deux points, il a été demandé aux législateurs de modifier la loi et de travailler à une ouverture, et je ne reprends pas l'avis 139 du CCNE, vous le connaissez. Donc, on aurait pu se placer dans ce rail-là, ça aurait été une bonne chose, et je pense que ça aurait été de nature à favoriser la recherche d'un consensus entre les deux chambres des parlements, beaucoup plus que par la méthode qui a été utilisée d'une proposition de loi qui aboutit à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, un débat au Sénat qui n'est pas de nature à retrouver, quoique Olivier Henno puisse l'espérer, un consensus avec l'Assemblée nationale. Donc je partage le fond de cet amendement, mais pour les raisons que j'ai expliquées, moi je voterai contre. Merci. Madame Souiris, pour explication de vote. Oui, alors, moi, je suis très étonnée par un tel amendement. Je pense que quand le législateur fait comme ça une loi, eh bien, il doit, surtout quand elle touche les questions éthiques, il doit pouvoir, le législateur, aussi avoir des clauses de revoyure et faire en sorte que cette loi puisse évoluer et au vu et au su de tout le monde, que ces débats puissent réavoir lieu, si besoin, pour pouvoir corriger, s'il le faut, cette loi, puisqu'elle est tellement importante. Et j'espère d'ailleurs, dans ce sens-là, qu'à la différence de la loi Claes-Leonetti, elle sera évaluée. Et j'aimerais d'ailleurs bien que la loi Claes-Leonetti aussi, qui est très peu utilisée, sur laquelle il y a très peu d'informations, et donc revoir la loi à l'aune de la réalité pour faire en sorte qu'elle soit à la fois
efficiente, qu'elle corresponde à la réalité et que peut-être les bornes soient remis pour qu'on vérifie que les choses se passent justement tout à fait sur le plan éthique comme on l'a souhaité, c'est absolument essentiel. Se l'interdire serait justement, parce que ce sont des sujets cruciaux, complètement aberrant. Merci. Madame de La Gontrie pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Comme Madame Jourda ne s'exprime pas, je souhaitais juste indiquer ce qui fait que cet amendement ne tourne pas, comme on dit maintenant dans le monde macroniste. On voit bien l'idée des auteurs. C'est comment faire pour que cette loi ne progresse pas et finalement s'ouvre à autre chose, etc. etc. Bref, si ce n'est pas ça l'idée, chers collègues, je ne sais plus pourquoi vous le proposez. Mais cet amendement, en fait, rend, comme pivot central de ce mécanisme, le Comité consultatif national d'éthique. Le problème, c'est que le sujet dont nous parlons aujourd'hui ne ressort pas des compétences du Comité consultatif national d'éthique. Donc, si vous voulez poursuivre dans cette voie, il faut modifier les compétences du Comité consultatif pour qu'ensuite il puisse être éventuellement compétent pour initier les états généraux. L'actualité va en reparler puisqu'on repart dans un cycle de travail sur justement la révision des dernières lois éthiques que nous avons votées il y a quelques années. Donc à ce stade, l'amendement ne fonctionne pas parce qu'encore une fois, vous savez, c'est la législation inapplicable. Donc je suis sûre que ma collègue Muriel Jourda sera d'accord avec moi, Présidente. Merci. Je vais mettre aux voix l'amendement 109 rectifié terre. Je ne vois plus de demande d'explication de vote. Donc l'avis de la commission est favorable, l'avis du gouvernement est défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Nous passons à l'amendement 102 rectifié bis. Monsieur Capu. Oui, Madame la Présidente. C'est un amendement un peu plus technique. Vous l'avez compris, l'article 4 prévoit les conditions qui sont requises pour mettre en œuvre le suicide assisté et l'euthanasie. Parmi ces conditions présentées par l'article, le patient doit subir des symptômes dont la perception est insupportable, sans que le caractère insupportable ne soit défini. Ça nous laisse quand même devant des montagnes de perplexité pour savoir ce qui est insupportable ou pas et dans quelle mesure c'est suffisamment insupportable pour légitimer un suicide assisté ou une euthanasie. L'amendement que je vous propose de solliciter à la fois la Haute Autorité de Santé et le Comité national d'éthique pour qu'une grille soit prise en décret en Conseil d'État pour aider les praticiens à déterminer des critères permettant d'établir ce qui doit être considéré comme insupportable ou pas. J'ai conscience que c'est un petit peu, c'est pas la panacée, hein, c'est pas, ça rend le sujet encore plus administratif et inhumain qu'il l'est déjà, mais je ne vois pas à ce stade d'autres solutions. Merci. Quel est l'avis de la commission ? Monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Je dois dire que nous avons été et nous sommes attentifs à ce que les critères qui permettent d'engager une procédure d'assistance médicale à mourir soient aussi précis que possible. Donc nous avons tenu à inscrire la définition de la souffrance réfractaire dans ce texte en nous appuyant sur les travaux de la Société française d'accompagnement des soins palliatifs. En revanche,
il nous semble compliqué de recourir à un décret du Conseil d'État pour fixer les conditions d'évaluation et de la souffrance insupportable. Le caractère insupportable d'une souffrance ne peut être apprécié, vous l'avouerez, vous serez d'accord avec moi, que par le patient lui-même, comme l'indique d'ailleurs la Haute Autorité de Santé dans ses travaux. Il existe bien des échelles de référence, c'est sûr, pour permettre d'évaluer la douleur du patient, mais il n'y a pas de critères précis, en tout cas pour l'instant. Donc c'est ce qui rend la notion évidemment extrêmement subjective, mais nous devons pour l'instant nous y résoudre. Donc la Haute Autorité de Santé, la Société française d'accompagnement des soins palliatifs travaille actuellement sur ces questions et tente de fixer des définitions. Ils rédigent aussi, ils tentent de rédiger des guides à l'attention des professionnels. Donc recourir à un décret sur ce sujet ne nous semble pour l'instant ni nécessaire ni véritablement approprié. Et donc, ce serait une demande de retrait ou à défaut, la Commission émettrait un avis défavorable. Nous avons d'ailleurs senti dans votre exposé que vous-même, vous étiez un petit peu sur l'attente de savoir ce qu'il fallait faire. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci, Madame la Présidente. Je comprends le sens de votre amendement et ce pourquoi vous l'écrivez. Malgré tout, et c'est une bataille que j'avais dans une autre vie avec mes étudiants, par exemple, pour expliquer que la douleur, elle est la douleur ou la souffrance, c'est la souffrance ressentie. Et personne ne peut juger de la souffrance de l'autre qui est ressentie. Et à partir du moment où, comme ça a été très bien dit, le patient déclare une douleur ou une souffrance insupportable, elle doit être prise en compte. Et je crois qu'aucun décret ne pourra, ou aucune mesure biologique ou ne pourra se permettre de dire c'est insupportable ou ça ne l'est pas. Et je pense que c'est très important parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est le patient qui est au centre de ces propositions de loi que nous étudions. Et si on veut réellement faire ça, il faut laisser les professionnels avec le patient décider de ces douleurs insupportables. Merci Madame la Ministre. Monsieur Capu, il est maintenu cet amendement ? Compte tenu de la réponse de la Commission et compte tenu du caractère extrêmement subjectif, effectivement, du caractère insupportable, je vais suivre l'avis de la Commission et retirer l'amendement. Très bien, il est retiré. Nous allons passer au vote sur l'article 4 pour lequel j'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe LR et par le groupe Écologie, Solidarité et Territoires. Et je déclare le scrutin ouvert. Donc le scrutin est clos. Votant 318, exprimé 267, pour 123, contre 144. L'article 4 n'est pas adopté. Monsieur le Président Mouillet. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais simplement demander une suspension de séance, si c'était possible. Accordé, Voilà. sans Merci. problème, Monsieur le Président. Combien, Monsieur le Président, combien de temps? 10 minutes? Très bien, 10 minutes. La séance est reprise. Et je donne la parole au Président Mouillet. Bien. Quelques mots pour cette reprise donc, de nos travaux. Bien entendu, la suspension de séance a été l'occasion de tirer les constats du vote qui vient de se dérouler et donc avec le fait que l'article 4 est aujourd'hui supprimé. L'article 4 étant quand même la clé de voûte donc, de ce texte. Et donc, tout le texte est dénué de sens aujourd'hui, puisque on n'a plus, je dirais, on répond plus à la question de quel public était concerné. Voilà, donc aujourd'hui, on a une situation qui est difficile, quels que soient les choix que vous avez pu faire. Et donc, nous allons quand même dérouler l'examen du texte. Bien entendu, beaucoup d'amendements n'ont plus de sens autour notamment de l'examen, notamment des amendements de la Commission. La Commission va rester dans sa fonction de façon simple et donner les avis qui avaient été exprimés, mais dans un texte de commission qui pratiquement n'existe plus aujourd'hui. Et donc nous allons donc continuer sur ces travaux. Les uns les autres, prenez vos responsabilités sur les amendements que vous avez déposés, ce qui est sur l'utilité. Mais clairement aujourd'hui, le texte
avec l'article 4 aujourd'hui supprimé, eh bien, n'a plus de sens. La clé de voûte de ce texte est tombée. Et donc, nous devons, en tous les cas, de façon juridique, continuer la procédure et donc avancer sur le déroulé. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je regrette que l'article 4, quel que soit le résultat, l'article 4 a pu modifier, soit aujourd'hui sorti du texte. Mais en tous les cas, nous continuons l'examen de ce texte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Caner, pour un rappel au règlement. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission, c'est un triste soir pour le Sénat que nous vivons collectivement. Nous n'étions pas en ligne sur l'article 4. Pour ce qui nous concerne, nous avons voté contre l'article 4 puisque nous y voyons une bouteille à moitié vide. Mais nous espérions quand même qu'un minimum de soutien aux travaux de la Commission aurait pu s'exprimer pour permettre de continuer le débat jusqu'au bout. Non, les amis. Nous avons un peu de respect. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Nul ne peut se prévaloir de sa propre... Très concrètement, nous avons assumé politiquement le vote qui était le nôtre. Et il y a clairement des changements de position depuis hier soir sur l'aile droite de cet hémicycle qui fait qu'aujourd'hui, le Sénat fait de ce texte une forme d'agonie politique. Et nous sommes en train de ridiculiser la Haute Assemblée sur un sujet essentiel pour les Français. Aujourd'hui, mes chers collègues, ce soir, en ne permettant pas au débat de se poursuivre dans de bonnes conditions sur le fond, en nous demandant finalement de retirer nos amendements et de faire semblant, eh bien, c'est toute la Haute Assemblée qui se retrouve affaiblie. Je le regrette très solennellement. J'ai bien compris que les expressions qui ont été celles, notamment hier soir, de l'ancien président, pour être très clair, du groupe LR a pu faire bouger des lignes, mais je regrette qu'ainsi, nous soyons totalement décrédibilisés par rapport à l'opinion publique qui nous regarde ce soir. Les journalistes sont déjà sur le sujet, vous l'imaginez bien. Je le regrette pour le Sénat, pour la démocratie et surtout pour l'intérêt des patients qui attendaient beaucoup du Sénat en matière de fin de vie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Hervé, pour un rappel au règlement. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, un rappel au règlement au titre du chapitre 12, article 32 et suivant. Mes chers collègues, respectons-nous. Respectons-nous et respectons le choix de chacun. Je ne peux pas entendre que des consignes ont été données, que des votes ont été changés. Pour ce qui est de mon groupe, nous avons été consultés individuellement. Chaque sénateur, chaque sénatrice du groupe de l'Union centriste a pu donner en conscience les votes qu'il souhaitait. Nous savions que nous aurions des scrutins publics sur des articles comme celui-là. Et donc chacun d'entre nous, pour ce qui est des sénateurs qui ont donné des consignes de vote, a pu le faire en conscience. Respectons-nous, et c'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas demander à des sénateurs qui sont opposés à l'euthanasie et au suicide assisté, comme c'est mon cas, de voter pour un article comme l'article 4. C'est impossible. C'est tout. Merci. Monsieur Jomier, pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente sur l'article concernant les amendements. Parce qu'à titre personnel, je vais retirer, et je demande à la séance d'en prendre note, l'ensemble des amendements que j'ai déposés. Et je vais vous expliquer pourquoi. Depuis que nous avons débuté ce débat, au fil de son avancée, il est devenu chaotique. Au point que certains collègues ont expliqué qu'ils maintenaient des amendements, mais dans l'idée où ce serait un autre texte, etc. Et c'était avec une volonté de compromis et d'avancer. Mais les rapporteurs ont présenté un texte qui est tellement orthogonal à ce que nous a transmis l'Assemblée nationale que nous ne sommes pas dans une co-construction entre les deux chambres du Parlement. Comme sur la PMA il y a quelques années, comme sur le budget plus récemment, le groupe LR a fait le choix
de se mettre en dehors d'une construction avec l'Assemblée nationale. Et moi, je le regrette. Parce que je pense que nous avons tenté, avec un certain nombre de collègues, de repartir de la position de l'Assemblée nationale pour apporter des garde-fous, des conditions supplémentaires en fonction de nos sensibilités. Et nous aurions pu arriver, il me semble, à une position qui fait que le Sénat aurait contribué. Le Sénat a décidé de se mettre hors jeu. Il n'y a plus de sens à poursuivre les débats. Le Sénat a décidé de se mettre hors jeu. La position des rapporteurs a recueilli 123 voix sur 348. L'arithmétique est indiscutable. 123 voix sur 348. Il est inutile de poursuivre. La seule utilité maintenant, c'est malheureusement, et je le regrette, car j'ai porté la volonté d'un compromis et d'une écoute des différentes positions. La seule utilité maintenant, c'est de renvoyer le texte à l'Assemblée nationale. Pour des raisons juridiques, le président de la Commission nous a expliqué que nous devions aller au bout du texte. Nous irons, mais à titre personnel donc, et j'appelle mes collègues qui le veulent bien à faire de même. Je vais retirer les amendements car il n'y a plus de sens. Merci. Madame Puissat, pour un rappel au règlement. Oui, Madame la Présidente, au titre de l'article 33, simplement, à ce titre-là, je prends et nous prenons note effectivement que l'article 4 a été rejeté. Simplement pour reprendre les propos du président Kanner, et je pense que c'est un constat qu'on fait, c'est qu'il y a eu effectivement une majorité sur des convergences d'opinion qui sont respectables d'un côté et de l'autre. Mais pour autant, il n'y a pas une prépondérance d'un avis qui pourrait être le texte de l'Assemblée nationale ou d'un autre avis. Donc nous prenons note effectivement de ce constat-là. Nous constatons effectivement qu'il n'y a plus de texte de la Commission. Simplement, à ce titre-là, nous ne déposerons plus de scrutin public sur les amendements et nous allons voir comment le texte va cheminer. Mais en tout cas, pour reprendre les propos du président, personne n'est discrédité, pas plus la majorité du Sénat que la Commission. C'est un constat d'une convergence d'approche qui a créé une majorité, mais qui n'a pas créé de texte pour autant, et chaque position est respectable. Merci. Monsieur Lévrier, pour un rappel au règlement. Oui, merci Madame la Présidente. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire ma collègue Puissat. On a deux possibilités à l'instant présent. D'abord, je voulais remercier la Commission qui a travaillé énormément, les rapporteurs qui ont travaillé énormément. Ce qui arrive à l'instant présent est quelque part le choix de chaque groupe politique d'avoir donné liberté de vote à chacun. Et on n'est pas dans un débat, j'allais dire, on pourrait le transformer en anathème politique, le parti truc et le parti machin. Je ne rejoins pas du tout le président Kanner sur ce sujet-là. C'est un choix individuel de chacun et les convergences, les telles différences ont fait des convergences. Moi, à titre personnel, j'ai voté contre, mais certainement pas de la même façon, dans le même sens que les contre qu'ont fait mes collègues socialistes. Pas du tout. Et pourtant, c'est la somme de ces différences qui ont fait que l'article 4 a disparu mais c'est comme c'était prévisible hier soir. Hier soir, les débats ont déjà clairement donné cette orientation. Et je crois, au fond de moi, que ce n'est pas le Sénat qui s'est tiré une balle dans le pied. Je ne crois pas que la Commission a mal travaillé. Je dis simplement que quand on donne la liberté de vote, c'est aussi une richesse, parfois, d'échouer tel qu'on le fait. Je le regrette profondément parce que c'est un sujet excessivement important et que finalement, le Sénat n'apportera pas de contribution à ce sujet aussi important, si ce n'est ce qu'on a pu dire ici, et tout ce qui a été déposé. La loi est vide de son sens. Moi, j'avoue que je suis un peu dubitatif sur la façon de continuer sur un texte qui a perdu sa substantifique moelle, j'allais dire. Eh bien, continuons quand même, respectons-nous, mais ne mettons pas de politique dans ce qui vient d'arriver. Merci. Merci. Monsieur le Président Gontard, pour un rappel au règlement. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, un rappel au règlement. D'abord pour dire que ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, dans cet hémicycle, je pense que personne ne peut s'en féliciter. Je pense que si on a beaucoup de gens, on a reçu tous beaucoup de mails, on voit bien toute l'attention qu'il peut y avoir autour de ce texte. L'image qui est donnée ce soir, franchement, n'est pas très valorisante pour le Sénat. Ensuite, pour quelles raisons ? Pourquoi on a eu ce vote sur l'article 4 ? Il y a quand même une responsabilité, je suis désolé, de la majorité sénatoriale. Vous avez la majorité, vous avez une commission qui a travaillé sur un texte, qui a reformulé totalement ce texte par rapport à l'Assemblée nationale. À un moment, suivez votre commission. On a bien vu les divisions, on a bien vu les interventions de Bruno Retailleau qui allaient à l'inverse du texte de la commission. Donc à un moment, assumez
Assumez que vous n'êtes pas d'accord, assumez que vous n'êtes pas d'accord sur ce texte, assumez que vous ne soutenez pas totalement le travail de la commission, mais vous avez fait ce choix-là, alors qu'il y aurait pu avoir un choix différent. Il y aurait pu avoir un choix de repartir justement d'un texte de l'Assemblée nationale qui était un vrai texte d'équilibre. Et là, on aurait pu faire un travail justement de parlementaire, un travail construit. Vous avez refusé ça et c'est pour cette raison qu'on se trouve dans cette situation, comme je le disais, qui est valorisante pour personne. Donc à un moment donné, il faut aussi assumer ce rôle. Oui, il faut l'assumer. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Alors oui, maintenant, je vais dire, ce texte, il est terminé, il est fini, on peut poursuivre, on va aller sur l'article 2, sur l'article 3, etc., pour absolument rien. Et tout ça, on va redonner la main à l'Assemblée nationale. Donc en fait, ce que vous ne souhaitez pas, en réalité, c'est ce qui va arriver. Voilà le résultat de ce que vous avez pu faire. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais vous préciser que les seules prises de parole à cet instant se font sur un rappel au règlement et vous voudrez bien me préciser sur quel article. Dans l'ordre, le président Ouzoulia pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente, c'est au titre de l'article 32. Madame la Ministre, mes chers collègues, la démocratie, c'est le fait majoritaire. Voilà. La majorité s'est prononcée pour le rejet de l'article 4. Nous prenons acte de cette décision, point. Et dans notre groupe, une majorité a voté cet article 4 parce que nous estimions que c'était la reconnaissance législative du droit à mourir. Et c'est ce qui nous intéressait. Voilà, c'est ce qui nous intéressait. Aujourd'hui, ce que je regrette, chers collègues, c'est que vous êtes tous dans un déni de réalité. Voilà. Parce que la pratique, et vous la connaissez comme moi, arrêtons l'hypocrisie, la pratique, vous la connaissez comme moi, elle est bien au-delà de tout ce dont on parle. Et l'enjeu de ce soir, c'était donner un cadre législatif pour des pratiques qui ont déjà beaucoup avancé par la loi Claeys-Leonetti. Vous le refusez, je l'entends. Je considère que la suite de la discussion n'a plus aucun sens. N'a plus aucun sens. C'est artificiel, ça ne veut rien dire. Madame la ministre, je vous interpelle. C'est vous qui avez inscrit ce texte à l'ordre du jour du Sénat. C'est à vous de le retirer parce que ce que nous faisons n'a plus de sens. Prenez vos responsabilités, Madame la ministre. Retirez ce texte maintenant. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Pour répondre à cette demande, je me suis enquérie de savoir comment pouvoir aider le Sénat dans cette situation, parce qu'effectivement, tous les autres articles correspondent à l'article 4. Donc c'est vrai qu'on aurait des débats sur des choses qui n'existent plus. Si je retirais ce texte, ça arrêterait la navette parlementaire, et donc je ne souhaite pas arrêter ce texte. Merci. Monsieur Fialer. Pour un rappel au règlement. Rappel au règlement, l'article 32 bis. Simplement, vous dire qu'on respecte tous les votes et les votes qui ont été exprimés. Je crois que chacun avait ses raisons. Pour ce qui est de notre groupe, nous avons voté contre un article 4 qui avait refusé tous nos amendements. Tous nos amendements. Tous ceux qu'on a proposés ont été refusés. On ne pouvait pas voter pour. Donc, de temps en temps, il faut être aussi très clair. Donc, on ne pouvait pas voter pour cet article. Que nos voix soient mêlées avec des gens qui avaient d'autres intentions sur la loi globale, on respecte la façon que chacun doit assumer. Pour notre part, sur le reste, on continuera à défendre des amendements parce qu'on continuera à s'exprimer sur ce texte. On pense que ce texte, il est important, il est réclamé par notre société. Il a été revendiqué même par une conférence nationale. Il a été reconnu aussi initialement, le texte qui nous est arrivé de l'Assemblée nationale par l'Académie de médecine. Donc c'est un texte qui est mûr. Nous continuerons à défendre des amendements parce qu'on peut débattre de chaque article, on peut les améliorer, mais en tout cas, il n'est pas question, par quelque manœuvre que ce soit, par des inversions d'articles, par des inversions d'ailleurs de textes, eh bien, on prive notre Assemblée de ce débat.
Merci. Madame Sollogoub, rappel au règlement? Alors non. Monsieur Capu, rappel au règlement? Oui, merci Madame la Présidente. Un rappel au règlement en application de l'article 36 et en demandant l'application de l'article 33. Moi, je n'accepte pas les critiques qui ont été faites par le président Kanner. Et je veux dire, le groupe socialiste a décidé de voter contre. Un certain nombre d'entre nous ont décidé de voter contre. Pas pour les mêmes raisons, mais je veux dire, de façon tout à fait transparente. Il faudrait avoir été absent des débats depuis les débuts hier pour comprendre que cet article 4 pouvait passer. La commission a fait son travail, elle a bien travaillé, et au nom du groupe, puisque c'est moi qui m'exprime, je la remercie parce qu'elle a extraordinairement bien travaillé. Elle n'a pas d'avis impératif. Nous sommes tous libres et libres de notre conscience. Chaque groupe a annoncé qu'il voterait en conscience. Nous avons passé un certain temps à chaque vote, à scrutin public, à passer du temps, à pointer vote par vote. Et nous, c'était très équilibré. Et ma collègue Corinne Bourcier avait dit très clairement, lors de la discussion générale, que le groupe voterait en son âme et conscience exactement comme chacun le souhaitait. Nous avons voté. Nous avons voté à peu près à moitié, enfin les votes sont publics, à moitié contre l'article. D'autres se sont abstenus, d'autres ont voté pour. Exactement dans la droite ligne des positions que nous avons tenues, amendement par amendement. À titre personnel, tous les amendements que j'ai déposés ont été rejetés sur l'article 4. Et à titre personnel, je dis depuis le début que ce texte insatisfait ceux qui sont favorables à l'euthanasie parce qu'il ne va pas assez loin et qu'il insatisfait grandement ceux qui n'y sont pas favorables parce qu'il va beaucoup trop loin. Donc je veux dire, le suspense était relativement léger, pour ne pas dire inexistant. Et pour être tout à fait complet, j'ai déposé, et nous sommes quelques-uns à l'avoir fait, un amendement de suppression de l'article 2. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'avançais pas masqué. Si on avait suivi l'ordre normal, on n'aurait pas débattu de l'article 4 et on aurait supprimé, fort logiquement, l'article 2 et on aurait gagné beaucoup de temps. Merci Madame la Présidente Cukierman pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je fais un rappel au règlement conformément à l'article 32 bis de notre règlement et je pense que même dans le cadre des rappels au règlement, nous pourrions garder le même ton que nous avions depuis hier. Je ferme cette parenthèse. L'article 4 vient de tomber. Alors, excusez-moi, mais ce n'est pas la première fois qu'à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi et d'un projet de loi, un article tombe, quelles qu'en soient les raisons. Et j'oserais dire effectivement, il n'y avait pas besoin d'avoir beaucoup de marre de café pour ceux qui ont suivi les débats depuis hier, pour se dire qu'il y avait quand même une forte probabilité que l'article 4, pour des raisons diverses, ne soit pas adopté à l'heure où il serait soumis au vote. En revanche, comme pour tout autre texte que nous examinons, quand un article est supprimé, ce n'est pas la fin du débat. Donc, non mais, si ça l'est pour certains, mais je le redis, nous sommes un groupe politique et en tant que présidente, sur ce texte-là comme sur tous les autres, la liberté de vote est un droit. Sur ce texte-là, au regard de ces enjeux, nous l'avons travaillé collectivement dans le respect des positions de chacun. Donc, tout d'abord, moi, à l'heure qu'il est à 19h09, je n'engage pas mon groupe sur le retrait ou le maintien des amendements et nous en discuterons collectivement. Et nous vous informerons au fur et à mesure de la continuité des débats si nous maintenons ou nous ne maintenons pas les amendements. Deuxièmement, il reste encore un certain nombre d'articles et de débats qui, de toutes les manières, sont encore en cours et sur lesquels nous avons à nous exprimer. Intervention sur article ou amendement, cela a été rappelé. Troisièmement, mes chers collègues, cela peut déplaire, mais dans le Parlement, nous sommes là aussi pour parler, pas pour blablater, mais pour parler. Donc, un article est tombé, les débats de société demeurent, et il me semble que nous honorerons justement l'institution, non pas en refaisant des votes des uns ou des autres, mais tout simplement en continuant nos débats. Merci. Monsieur Hénault, pour un rappel au règlement. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, est-ce que c'est un bon moment pour le Sénat? Très honnêtement, je ne le pense pas. Mais faut-il pour cela dramatiser? Je ne le pense pas non plus. Raison pour laquelle je saluais le travail des rapporteurs. Ils ont cherché un point d'équilibre. D'ailleurs, un point d'équilibre
autant pour le Sénat tout entier que pour la majorité sénatoriale. Ils ont cherché ce point d'équilibre. Ils l'ont pas trouvé. Faut-il dramatiser pour cela? Je ne le pense pas. Bon, voilà, sur un texte comme ça, on ne peut pas... je réponds à Monsieur Bompard à aborder la question suivant la logique de la majorité, puisqu'on a tous été à dire, dans nos points de vue, que c'était des questions de conscience qui relevaient au moins autant, et là l'éthique de conviction l'a emporté, du point de vue de la conviction et de l'intime de chacun. Donc moi je pense qu'il n'y a pas à dramatiser, il n'y a en rien à retirer le texte, parce qu'en plus, il va y avoir la logique de la deuxième lecture ensuite, et donc ça bloquerait tout le processus, ça n'aurait aucun sens. Moi, j'étais favorable, je suis toujours à l'assistance au suicide, et comme vient le dire ma collègue, la présidente du groupe communiste, on est aussi là pour exprimer des convictions, des positions, donc on peut continuer à le faire sur les articles. Donc il me semble qu'en responsabilité cette fois, nous devons poursuivre tout simplement la discussion. Je vous remercie. Merci. Madame Mercier pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Je vais m'appuyer sur le même article que mon collègue Emmanuel Capus pour répondre au Président, il faut que je monte ça, pour répondre à Monsieur le Président Kanner. Dès lundi, j'ai donné mes consignes de vote, j'ai dit que je voterai contre. J'ai répondu à la presse, ce ne sont pas les journalistes qui me dictent mon jugement. J'ai répondu à la presse que l'honneur d'une société, c'était de s'occuper des plus vulnérables d'entre nous. J'ai prêté un serment, qui est le serment d'Hippocrate, ce serment que j'essaie d'honorer dans mon cabinet, évidemment, mais que j'honore aussi ici, dans l'hémicycle. J'ai discuté avec les deux rapporteurs. Je leur ai expliqué pourquoi je ne voterai pas ça, parce que je ne peux pas, en mon âme et conscience, voter un texte de reconnaissance à l'aide à mourir si nous n'avons pas le droit aux soins palliatifs. Merci. Monsieur Spinner, pour un rappel au règlement. Chacun sait que dans tous les groupes, je fais référence à l'article 33, Madame la Présidente, chacun sait que dans tous les groupes, il y a des gens pour et il y a des gens contre. Et vouloir réduire ça à un jeu politicien et de groupe, excusez-moi, ça n'est pas convenable. Maintenant, sur le fond, Monsieur Kanner, il y a des gens comme moi qui ne se sont pas masqués, qui ont déposé un amendement de suppression de l'article 2, qui a été signé par beaucoup de nos collègues. Je suis viscéralement contre cette loi et je pense qu'il n'y a pas de possibilité de compromis. Et puis, il y a la Commission qui a pensé qu'on pouvait arriver à un compromis et essayer de faire avancer les choses. Et c'est tout à fait honorable et je rends hommage au travail qu'ils ont fait. Et puis, si nous en sommes là, et excusez-moi, mais c'est un peu tartu, votre attitude. Si vous aviez voulu le débat, ben vous votiez l'article 4, mais la réalité, c'est que vous voulez vous aligner sur le texte de l'Assemblée nationale. Et donc vous avez voté contre. Et c'est vous qui avez permis, et je vous en remercie, qu'il y ait une majorité qui permette effectivement que ce texte n'avance pas. Donc vous vous en prenez qu'à vous-même. Si dites que nous n'avons pas voulu construire, c'est vous qui avez refusé de construire, car sinon vous auriez voté avec la Commission et le débat continuerait. Donc, vous n'étiez pas... Monsieur Kanner, vous n'étiez pas minoritaire et vous inversez les rôles. Maintenant, dire que des parlementaires qui votent en conscience ne font pas honneur à l'institution auquel ils appartiennent, je trouve que, encore une fois, là aussi, ça n'est pas forcément la meilleure chose à dire. Nous sommes ici, chacun à notre place, et nous exprimons nos opinions en conscience. Donc maintenant, évidemment, il y a un texte qui est mal en point. S'il est mal en point et s'il ne chemine pas, eh bien, vous regardez les résultats des votes, vous en avez la responsabilité et vous devez l'assumer. Monsieur Chassaing, pour un rappel au règlement. Excusez-moi, Madame la Présidente, je ne sais pas si c'est un rappel au règlement, mais je voudrais... Non, Monsieur Chassaing, c'est ou un rappel au règlement ou pas. C'est le seul moyen de prendre la parole actuellement. Oui, mais je veux exprimer mon avis. Simplement, je voulais exprimer non, Monsieur mon Chassaing, avis. est-ce un rappel au règlement ? Je n'ai pas le droit d'exprimer mon avis. Non. Donc, écoutez,
Je voulais, en ce qui me concerne, remercier les rapporteurs. Monsieur Chassaing, Oui. si c'est ou un rappel au règlement et vous pouvez prendre la parole. Alors, je demande la parole au titre de l'article 36. Très bien, bravo. Bon, excusez-moi, j'ai quelques années de Sénat, mais j'ai pas appris le droit ni le rappel au règlement. Voilà, donc je voulais, en tout cas, remercier les rapporteurs pour leur travail extrêmement constructif qui a été fait, parce que nous avons vu un texte qui était revenu, qui était arrivé de l'Assemblée nationale avec quand même, si vous voulez, des problèmes pour les personnes qui demandaient l'aide à mourir. Et malheureusement, il y avait un encadrement qui était tout à fait mauvais. Et on pouvait arriver, comme ça se passe par exemple en Belgique ou d'autres pays, à avoir des personnes qui ont plusieurs années à vivre et qui finalement, parce qu'elles veulent mourir, eh bien, on va pouvoir leur donner satisfaction. Et nous, on a voulu faire un texte, j'ai voté ce qu'a proposé les rapporteurs pour ceux qui vont mourir. Et je voudrais dire que ça a été, pour les rapporteurs, ça a été une modification parce que le texte tel qu'il est venu, eh bien, on pouvait, un médecin seul, sans connaître le malade, pouvait très bien dire au bout de 15 jours, eh bien, cette personne, oui, on est d'accord pour l'aide à mourir. Et ça, c'est assez catastrophique. Et j'espère, en tout cas, que bien, le Sénat va pouvoir continuer. Mais j'espère que ce texte, qui va revenir à l'Assemblée nationale, j'espère que le Sénat pourra le modifier dans l'avenir. Merci. Merci. Madame Rossignol, pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Et mon rappel au règlement est sur l'article 65, qui est celui sur la navette. Peut-être dire quelque chose. En ce qui nous concerne, les socialistes, nous ne sommes pas accablés par le vote. D'abord, c'est pas si fréquent que ça qu'on gagne des votes dans cet hémicycle. Pour une fois, nous avons été suivis. Voilà. Donc, et nous assumons notre vote. 62 d'entre nous sur 65 ont voté contre cet article 4. Et 3 se sont abstenus. Pour autant, je pense qu'on aurait peut-être pu faire autrement sans en arriver là. Pourquoi? La Commission a fait un choix. 2 rapporteurs LR. Ce n'est pas le meilleur signal qui soit donné lorsqu'on cherche le compromis. Ensuite, vous avez décidé d'appeler l'article 4 en examen prioritaire. C'est votre choix. Donc ça va effectivement s'arrêter relativement vite. On aurait pu poursuivre. Quel intérêt aurions-nous eu à poursuivre? Eh bien, en fin de compte, je me pose la question parce que la qualité du débat n'est pas franchement regrettable. Dès hier soir, nous avions un mauvais débat. Je vais le dire assez clairement. Parce que le débat qu'il y avait dans l'hémicycle était moins intéressant que le débat qu'il y avait dans les travées et entre les sénateurs de tous les groupes. Parce que tout le monde se pose les mêmes questions. Tout le monde se les pose. Et on en discute tous entre nous. Comment on peut faire pour résoudre les sujets qui nous sont portés? Comment on peut faire pour mettre un terme à la souffrance? Comment on peut faire pour l'alléger? Est-ce qu'on peut toujours l'alléger? Comment on peut, dans le cadre d'un interdit anthropologique, qui est l'interdit de donner la mort, pour autant soulager les gens? Aucun de ces débats-là n'est venu dans l'hémicycle. Voire même, j'ai entendu une de nos collègues nous dire que nous voulions légaliser le droit de tuer. Comment peut-on en arriver à de tels excès quand on discute de sujets aussi subtils que ceux dont on discutait? Alors, on aurait pu travailler autrement, ce n'est pas le choix qu'on a fait. Et puis le Sénat s'est pris les pieds un peu, pardonnez-moi, dans vos manœuvres. Parce que j'ai entendu à plusieurs reprises une chose étonnante, une demi-seconde, Madame la Présidente, une chose étonnante, c'est que là, c'était que la première lecture, mais qu'en deuxième lecture, on n'aurait pas forcément le même avis, enfin, la majorité n'aurait pas forcément le même avis. Alors, ça tombe bien, le texte va repartir à l'Assemblée avec rien dedans. Merci. Le Sénat ne s'est pas enorgueilli et on verra ce que vous ferez en deuxième lecture. Merci. Madame Silvani, pour rappel au règlement. 32 bis, évidemment.
En ce qui me concerne pour mon groupe, puisque j'étais chargée de voter pour le groupe, j'ai voté pour cet article, malgré, et vous m'avez entendu, défendre un certain nombre d'amendements et porter un certain nombre de critiques à la proposition de la commission. Le sens était bien de pouvoir poursuivre les débats. Le calcul était pas mauvais, en fin de compte. Deuxième chose, on est là sur des propositions de loi. On serait dans une configuration complètement différente, Madame la Ministre, si on avait conservé le projet de loi qui était au départ et un projet de loi qui ne scindait pas non plus le texte en deux. On n'aurait pas du tout la même configuration et vous n'auriez pas le même positionnement par rapport à ça. Et troisième point, au moins, cette situation, je trouve qu'elle a le mérite de vraiment clarifier votre position. Parce que jusque-là, franchement, ce n'était pas clair. Entre la commission qui propose une assistance médicale, des débats et des amendements, là au moins, les choses sont claires et on va pouvoir peut-être échanger de façon plus transparente. Merci Madame Souiris pour rappel au règlement. Oui, alors rappel au règlement de l'article 42 alinéa 5 et suivant. Donc le sujet majeur pour nous, ça a été le fait d'enfin examiner ce texte, d'enfin pouvoir regarder un texte qu'on attend depuis longtemps, qui était préalablement préparé par une convention citoyenne, par beaucoup de travaux, qui a été suspendu sans arrêt. On a commencé à le regarder, puis à chaque fois, pour des raisons exogènes, puisque c'était les changements de gouvernement, un certain nombre de problématiques extérieures au texte. Et enfin, on était en train de pouvoir regarder ce texte. On regarde un article 4, on revoit dans la commission des affaires sociales l'intégralité quand même du texte, et on l'a mené, c'était quand même une peau de chagrin, parce que, avec une danse menée par LR, exclusivement, effectivement, 2 rapporteurs LR, aucun autre, ni de l'opposition, ni d'autres groupes, qui sont présents. Un consensus se fait entre vous, LR. Et puis, finalement, nous avons un peu de dénouement en séance hier, avec M. Retailleau qui arrive et qui dit « Moi, je voterai contre l'intégralité du texte, je voterai uniquement pour un amendement ». Et grosso modo, qui même me suivent. Et là, tout à coup, quasiment tous les membres, y compris présents de la CAS, changent leur vote. Donc, ce à quoi nous avons assisté, c'est ni à un débat d'équilibre, ni à un débat de conscience, je ne parle pas de vous, Monsieur Chassaing, c'est un débat interne à LR pour une prise de pouvoir et montrer son territoire. Eh bien, c'est bien dommage d'en arriver là, alors que ce texte est si important. C'est pour cette raison que nous allons continuer à l'étudier et à participer à l'examen de ce texte jusqu'au bout. Merci. Merci. Madame Sollogoub, pour rappel au règlement. Alors, j'ai trouvé le règlement, Madame la Présidente, donc article 32 bis. Écoutez, chers collègues, il arrive sur certains textes qu'on reçoive beaucoup de messages. Parfois, on reçoit des centaines de fois le même, ce qui est tout à fait insupportable et on a envie de dire aux gens, fichez-nous la paix, laissez-nous travailler tranquille. Mais là, on a reçu beaucoup de témoignages qui étaient tous différents. Bien entendu, on n'a pas pu tous les lire. Et c'est très dommage parce que ça allait dans les deux sens. Il y avait beaucoup de témoignages de soignants, beaucoup, des patients, des témoignages qui étaient vraiment pesés et mesurés. Je pense sincèrement qu'il y a des gens qui là n'ont pas fait un copier-coller pour envoyer un message, mais qui ont écrit quelque chose qui témoignait de leur vie et de leur expérience et qui souhaitaient être entendus. Alors, Monsieur Kanner, quand vous répondez à ces gens-là, que nous sommes dans une posture de débat politique, ou même que vous venez de le faire, chère Madame Souiris, en disant que c'est un débat droite-gauche ou interne-LR, mais on ne peut pas leur répondre ça. Déjà, ils n'ont plus beaucoup confiance en nous. Mais alors, les politiques, là, quelle image on donne aux soignants et aux patients? C'est pas possible. Il faut quand même être capable de leur dire et de leur rappeler qu'on venait tous voter là pour notre intime conviction et rien d'autre. Et voilà donc la fin de cet examen autour de la proposition de loi sur le droit à l'aide à mourir par les sénateurs. Merci de votre fidélité et très bonne journée sur Public Sénat.